Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 juillet 2018 et je poursuis et j'achève presque cette longue promenade dans les limbes avec les auteurs de la collection Nelson. Aujourd'hui, je poursuis avec un qui est connu. Et en fait, les quatre cinq dernières vidéos, et je vais faire une sixième, où je vais faire la conclusion sur ce que j'ai éprouvé pendant ce mois. Et je vais revenir aussi sur, que j'ai passé évidemment très rapidement, une maison d'édition qui a connu presque 200 ans d'existence avec des ramifications, qui au départ était, comme on l'a vu, une maison d'édition fondée en Écosse et qui se spécialisait dans les livres religieux, et qui a connu toutes sortes de permutations et d'associations avec d'autres éditeurs français, américains et même canadiens. Alors on a vu pendant 2 siècles, cette maison-là a su se renouveler, a su développer un créneau, mais ce qui ne l'a pas empêché en 1964 de disparaître. On ne trouve pas grand-chose sur les éditions de Nelson. À ma connaissance, je vais aller vérifier. Je ne crois pas qu'il y ait une histoire complète qui a été faite là-dessus. C'est une vaste histoire, 200 ans, comme je vous dis, avec toutes ces ramifications. Les choix éditoriaux qui ont évolué au rythme des intérêts, au rythme également des changements dans la société. Les trains, il faut savoir toujours les prendre et il faut toujours savoir les quitter avant, avant que d'autres trains arrivent. Hein. Alors aujourd'hui, je vous parle d'André Mauroy. André Mauroy, moi j'ai lu jadis, j'ai lu son Shelley et j'ai lu son Byron. C'était des biographies assez bien faites, un peu romancées, selon le goût du jour. Et j'avais lu également Climat, un roman amoureux dont je ne conserve absolument aucun souvenir, sauf de l'avoir lu quand j'avais 17 ans. Je commence à avoir des vieilles lectures dans le corps. Hein. Alors, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Les silences du colonel Bramble, qui est le premier livre qu'a publié André Mauroy en 1918. La fiche, en fait, ici, il y a la fiche Wikipédia, oui, oui, en 1918, et sur un autre site, on dit que c'est en 1917. Alors, vous voyez, petite confusion entre... Assurément, ça a été publié chez Grasset, et ça a connu un très vif succès. Alors, ce, cet exemplaire est le 300, cet exemplaire, ce titre est le 395e de la collection Nelson. On peut dire que ça tirait un peu à sa fin et, euh, et ça a été imprimé à Édimbourg, ouais, c'est ce qu'ils disent en Grande-Bretagne. Et 1900, ici c'est 1918 et le copyright est de 1921 et le tirage est de la publication ici est de 1940. Et le siège social à ce moment-là, à Paris, était sur la rue d'Enfer Rochereau. Ce qui n'était pas le cas au début du siècle quand les Français ont été associés au projet. Alors, André Mauroy, il est né en 1885, de son vrai nom Émile Salomon Wilhelm Herzog, famille juive, qui, euh, qui s'est, au terme de la guerre franco-allemande, famille alsacienne, donc a quitté l'Allemagne pour aller s'installer en France. Alors, il vient d'une famille de petits industriels qui se spécialisait dans la fabrication de draps. C'est un élève surdoué et il a pour maître Alain, qui l'influencera énormément et pour lequel il conservera des liens personnels et une estime réciproque.
Mais Alain lui donne le conseil de ne pas s'engager trop tôt dans la voie de la littérature et de se joindre à, de se joindre à l'entreprise familiale pour se confronter au monde réel. C'est un conseil qui est très important, qu'on devrait donner encore aujourd'hui à quelqu'un qui songe à écrire, un jeune homme ou une jeune femme qui songe à écrire. Va te mesurer avec le réel. Va faire tes classes, va prendre de la bouteille, va acquérir de l'expérience dans la vie. C'est important, être un vivant avant d'être un lettré. Et mais c'est ce qu'il fera pendant 15 ans. Pendant 15 ans, il l'administrera et il aura appris beaucoup de choses parce que, bon, il faut négocier les contrats, il va rencontrer des partenaires d'affaires à travers l'Europe, dont l'Angleterre, pour lequel il nourrira une grande passion, un grand intérêt, deviendra parfaitement bilingue, anglophile, ce qui va lui servir parce que quand il va être mobilisé, ou plutôt, il s'est lui-même offert, engagé volontaire, comme traducteur pour l'armée française qui faisait le lien avec l'armée britannique au début de la guerre. Il publie donc son premier livre en 1918 et ses supérieurs hiérarchiques militaires lui ont demandé d'adopter un pseudonyme. Il a choisi le nom d'André Mauroy, André pour un jeune soldat mort au front et Mauroy pour une région de France. Alors, qu'est-ce qu'on y raconte dans les silences du colonel Bramble? Eh bien, c'est le quotidien d'un état-major britannique pendant la Première Guerre mondiale. On dit que le récit est vif, est émaillé de références intelligentes. On y décrit les mœurs des gentlemen. Et ce n'est pas, j'ai réfléchi en tout cas, moi ça m'a fait penser ici au Poney sauvage de Michel Déon, dont une partie de l'histoire se passe en Angleterre, avec les membres de la gentry britannique qui ont un code, une sorte de code d'honneur, une manière d'être au monde, à la fois détachée, à la fois pince sans rire, des qualités britanniques qu'on apprécie en général, hein, et qui nous ont beaucoup influencés au Québec dans l'aspect positif. Et dans ce premier livre qu'il a écrit, André Mauroy, on y trouve la célèbre traduction du poème If tu seras un homme de Rudyard Kipling. Je ne sais pas si je vais vous le lire, en tout cas, je vais vous lire en tout cas des passages qui tournent autour d'eux. Au lendemain de la guerre, sa femme décède. Et là, il se détache de l'entreprise familiale et se lance à fond dans enfin, dont il rêvait, c'est-à-dire une carrière littéraire. Il écrit des bios, je nomme en vrac celles que j'ai retenues, Lyautey, Hugo, Sade, Balzac, Byron, Shelley. En 1938, le maréchal Pétain le soutient pour obtenir un fauteuil à l'Académie française, ce qui sera fait en 1938. Il occupera le fauteuil 26, fauteuil qu'il occupera pendant 30 ans. En fait, 30 ans, 29 ans, parce qu'il est mort en 67. Et après, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il s'exile aux États-Unis. Et quand il revient en France, en 1946, il constate que les Allemands se sont emparés de sa bibliothèque. Il dit, là, je cite de mémoire, ils n'ont pas réussi à prendre l'homme, mais ils ont pris les livres. Et finalement, il meurt en 67. Il a écrit une soixantaine d'ouvrages. On le réédite régulièrement. J'ai constaté que les silences du colonel Bramble ont été édités dans la collection chez Grasset, les Cahiers rouges, qu'on exhume des textes qu'on juge qu'ils ne doivent pas passer à l'oubli. Est-ce que Mauroy est un auteur limbique? Je ne crois pas. Je pense que c'est un auteur qui a beaucoup de qualité et que j'avais pas mal apprécié, comme je vous le disais en début de vidéo. Et de ce que j'ai pu parcourir, eh bien, ça me paraît bien intéressant.
Ça pourrait se lire assez facilement. C'est un petit livre de même pas 200 pages, euh, avec beaucoup de paragraphes, une trentaine ouais, trentaine de paragraphes. Pas de paragraphes, dis-je, de chapitres. En fait, le calcul, ce sont de courts chapitres. Je vais vous lire quelques pages du journal d'Aurel. Attendez. Ce soir, où est-ce que je vous lis le fameux poème? Il dit, avant de vous lire le poème, il fait donc cette traduction-là de Rudyard Kipling et il va voir un de ses collègues. Je fais voir à Parker le texte anglais qui définit si bien Parker lui-même et nous parlons des livres qu'il aime. Je commets l'imprudence de citer Dickens. Je déteste Dickens, dit le major. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'on y trouvait d'intéressant. Ce sont des histoires d'employés, de bohèmes. Je ne désire pas savoir comment ils vivent. Dans toute l'œuvre de Dickens, il n'y a pas un gentleman. Non, si vous voulez connaître le chef-d'œuvre du roman anglais, lisez Joe Rocks. 30 janvier. Un petit téléphoniste anglais qui est venu réparer notre appareil me dit: les téléphones, monsieur, c'est comme les femmes. Au fond, personne n'y comprend rien. Un beau jour, rien ne va plus. On cherche pourquoi, on ne trouve pas, puis on les secoue, on jure et tout va bien. Ça, c'est le genre de phrase qui lui vaudrait un aller simple pour les limbes. Hein? J'aime avoir grandir lentement le respect de Parker pour l'armée française. C'est curieux, me dit-il. Vous ramassez toujours plus de prisonniers que nous et vos pertes sont inférieures aux nôtres. Pourquoi? Et comme je garde un silence modeste, c'est que, dit le docteur, les Français prennent cette guerre au sérieux, tandis que nous persistons à la considérer comme un jeu. Vous connaissez Aurel, l'histoire de Peter Pan, le petit garçon qui ne grandit jamais? Le peuple anglais, c'est Peter Pan. Il n'y a pas de grandes personnes parmi nous. C'est charmant, mais parfois dangereux. Au dîner, le 14 janvier, au dîner, un colonel irlandais. Je suis très ennuyé, dit-il. Pendant ma dernière permission, j'ai loué une maison pour ma famille. Ma femme m'écrit maintenant que cette maison est hantée. Vraiment, les propriétaires devraient dire ces choses. Peut-être ne le savait-il pas, dit le colonel Bramble, toujours indulgent. Il le savait très bien. Quand ma femme est allée se plaindre, ils ont paru très gênés et ont fini par avouer. Une de leurs arrière-grand-mères se promène depuis 150 ans entre le salon et son ancienne chambre à coucher. Il croit s'excuser en disant qu'elle est tout à fait inoffensive. C'est possible et je le crois volontiers, mais ça n'en est pas moins ennuyeux pour ma femme. Croyez-vous que je puisse faire annuler le bail? J'ai risqué une phrase sceptique, mais le mess entier m'a accablé. Les revenants de l'Irlande sont des faits scientifiques. Mais pourquoi les châteaux irlandais sont-ils plus que d'autres aimés des fantômes? C'est, dit-il le colonel irlandais, que nous sommes une race plus sensitive et que nous entrons plus facilement en communication avec eux. Il m'écrase d'arguments techniques sur la télégraphie sans fil. Ça a quand même l'air assez amusant. On va essayer de trouver un dernier petit passage.
Ouais. Est-ce que je vous arrête là finalement? Est-ce que j'arrête cela ici? Bon, évidemment, quand il parle des femmes, tout devient inquiétant, là. Après un silence reposant, le major Parker demanda à Aurel de lui expliquer ce qu'était l'institution de la dot, et quand il eut compris, s'indigna. Comment? Un homme reçoit ce splendide cadeau, une jolie femme, et pour l'accepter, il exige de l'argent. Mais c'est monstrueux ce que vous me racontez là, Aurel, et dangereux. Au lieu d'épouser de belles et bonnes femmes qui feraient de bons et beaux enfants, vous épouserez de petits laidrons querelleurs pourvus d'un carnet de chèques. Celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé un grand bien, cita le padré, mais la femme querelleuse est comme un toit dont l'eau dégoûte toujours. C'est une erreur que de croire les enfants de l'amour mieux faits que les autres, intervint le docteur, que le champagne rendait évidemment combatif. Oh, je connais la vieille thèse. Chaque homme choisit son complément naturel et ramène ainsi les enfants au type moyen de la race. Les grands hommes aiment les petites femmes, les gros nez aiment les petits nez retroussés, et les hommes trop féminins s'amourachent des Amazones. Mais en fait, un intellectuel nerveux et myope épouse une pédante myope et nerveuse parce que leur goût se rapproche. Un bon cavalier fait la connaissance des jeunes filles qui suivent les chasses à courre et les épousent pour leur vertu sportive. Aussi loin de ramener au type moyen de la race, le mariage d'amour tient à exagérer les divergences. Et puis d'ailleurs, est-il souhaitable qu'une sélection s'opère? Il y a peu d'hommes vraiment brillants qui n'aient eu au moins un fou parmi leurs ancêtres. Le monde moderne a été fondé par trois épileptiques: Alexandre, Jules César et Luther, sans parler de Napoléon, qui n'était pas parfaitement équilibré. Et c'est un fait connu que la syphilis est la cause la plus habituelle du génie. Dès lors, pourquoi votre sélection? Sur 1000 hommes de génie, combien de parents fous? Dit le colonel. Ah, j'en ne sais rien, sir, dit le docteur. Alors, dit le colonel, déraisonnez de tout votre sou, docteur, dit le major Parker. Moi, si je me marie jamais, je n'épouserai qu'une très jolie femme. Comment s'appelait donc, Aurel, cette charmante danseuse du film que nous avons vu ensemble à Hazebrook? Napierowska, c'est. Ouais, eh bien, si je la connaissais, je l'épouserais tout de suite. Et je suis sûr qu'elle est plutôt meilleure et plus intelligente que la moyenne des femmes. Mon ami Shaw, Bernard Shaw, dit le docteur, dit que désirer la société permanente d'une jolie femme jusqu'à la fin de ses jours, c'est comme si, sous prétexte qu'on aime le bon vin, on voulait toujours avoir la bouche pleine. Argument médiocre, observa le major, car enfin, cela vaut encore mieux que d'avoir toujours pleine de mauvais vin. Remarquez, reprit le docteur, que les femmes qui représentent le plus sûrement que nous l'instinct profond de la race. Les femmes sont loin de vous donner raison. J'en connais peu qui cherchent à épouser un joli homme. Well, connaissez-vous? Ben voilà. Non, je ne vous lirai pas l'histoire. Bon, et voilà. Écoutez, ça va se terminer ici. Les passages, en fait, les derniers passages que je vous ai lus, j'en conviens avec vous. Oh, très mal vieilli. En fait, il faudrait tout réécrire. Je pense qu'il faudrait reprendre ce livre-là puis le réécrire. Bon, probablement, bon, ben, les silences du colonel Bramble, eh bien, quoi qu'on le réédite, comme je vous ai dit, on le réédite régulièrement, eh bien, euh, des sentiments mitigés, finalement. Alors, il reste 4, 5, sinon 6 vidéos sur le sujet, et après, je fais une pause que vous jugerez sans doute bien méritée. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner aux vidéos de Fabienne Rock. Vous pouvez également vous abonner à mes vidéos. Vous pouvez nous rendre visite à cet atelier librairie, 2319 rue Bélanger, pour venir admirer les œuvres de Fabienne Rock. Et vous pouvez également venir voir les livres qui sont à l'avant de l'atelier, mais qui au fond est l'arrière-boutique de notre projet.
On vend des livres pour pouvoir créer en toute quiétude, pour pouvoir faire enfin ce qui nous tient vraiment à cœur. Vous pouvez nous téléphoner 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.